l'organisation de ce bel événement et je suis ravie de vous voir tous en vrai et de faire cette conférence ici. Je vis au Choulan depuis 9 ans, c'est un habitat participatif au nord de Lyon. Comment j'en suis arrivée là? Je suis de formation ingénieur INSA en énergie et environnement. J'ai fait un an de voyage en 2009-2010 et à l'époque, enfin avant de ça, j'étais en colocation. En fait, j'ai jamais vécu en habitat individuel. Des fois, on me dit mais comment vous en êtes arrivé à l'habitat collectif? Je dis juste, je ne suis jamais passée par la case habitat individuel. Donc voilà, moi, c'était naturel pour moi de poursuivre dans cette direction. Donc j'ai fait un an de voyage qui m'a bien déconstruite, reconstruite. Donc un an de voyage en Asie, en Afrique. Et en revenant en France, j'ai fait une formation, donc c'était en 2010, pour être accompagnatrice d'habitat participatif. À l'époque, il n'y avait quasiment pas d'habitat participatif. Ça n'était pas une voie professionnelle très florissante. Et donc, ça m'a permis en fait de lancer mon projet personnel, qui est donc le projet des Choulans. Nous avons fait nos premières réunions donc en 2011, et ça a été un projet très rapide, puisqu'entre la première réunion et le moment où on a eu les clés de notre habitat, il y a eu 1 an et demi. Voilà. Mais on s'est aussi donné les moyens de ça, c'est-à-dire qu'on faisait une réunion par semaine de 3 heures, un week-end par mois, et on bossait comme des tarés sur ça. Et après, ça a été de la réhabilitation. Évidemment, en construction, c'est pas possible de faire si vite, mais du coup, on a eu les clés de chez nous, mais après, on a eu quelques années de travaux, évidemment. Donc, les Choulans, c'est donc un habitat, donc je vous disais, en rénovation. C'est un corps de ferme, donc c'est en périurbain. On est à 20 km au nord de Lyon, dans un petit village de 3000 habitants qui s'appelle Saint-Germain-Mont-d'Or. Peut-être que certains viendront demain nous visiter. Voilà. Nous sommes 7 foyers. On a donc rénové nos appartements les uns après les autres. Nous avons 7 appartements avec une réflexion assez poussée sur le fait d'avoir des petits espaces, enfin de réfléchir à quel espace minimum nous avons besoin. Et ceci pour permettre d'avoir un maximum d'espace partagé. On a 45% de la surface habitable, ce sont des espaces partagés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pourcentages, mais en milieu urbain, on est plutôt sur 10-20% en général. Donc voilà. Je redonnerai des exemples sur les Choulans plus tard, avec des exemples de vécu. Et en fait, j'étais donc conseillère info-énergie pendant des années. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est des structures, des associations qui conseillent sur l'énergie dans l'habitat, comment rénover, quelles sont les aides financières, etc. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis en 2018, j'ai rejoint Benjamin Pont au sein d'Habitat et Partage pour accompagner des projets d'habitat participatif. Et depuis février de cette année, j'ai quitté Habitat et Partage pour devenir indépendante. Donc je fais toujours le même métier, mais de manière indépendante. Voilà, ça c'est moi. Et je suis... Alors, ceci est une conférence gesticulée. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'est une conférence gesticulée? Ouais, beaucoup. Donc voilà, je vais gesticuler. Mais c'est une conférence gesticulée et illustrée. Illustrée de Thierry. Thierry qui est mon ami, avant tout, et facilitateur graphique. Oui, merci Audrey. Bonjour, moi c'est donc Thierry. Donc effectivement, aujourd'hui j'ai la chance de faciliter cette conférence. J'ai démarré vraiment la facilitation grâce à Audrey en illustrant son livre qu'elle a écrit, Les clés de l'habitat participatif. Et du coup, j'en ai décidé d'en faire une activité un peu plus régulière. Et je suis aussi ingénieur de formation. J'ai un peu plaqué tout ça l'année dernière pour me reconvertir. Et aujourd'hui, je suis charpentier, avec l'intention de travailler sur des projets de chantier collectif ou pourquoi pas vos futurs habitats. Voilà. Donc aujourd'hui, j'alterne entre la charpente, le dessin et ma vie de famille. Voilà. Bonne conférence. Merci. Donc ça permet de faire la transition. Donc effectivement, j'ai écrit un livre, je pense que certains le savent. Il y en a encore sur le stand de librairie. Et d'ailleurs, je ferai du coup une séance de dédicace juste après cette conférence. Enfin, on fera ensemble une séance de dédicace après la conférence. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une chaîne YouTube, voilà, où je reprends un peu ce que je vais vous dire, ce qu'il y a dans mon livre, tout ça. Voilà. Si vous êtes fan de moi, vous pouvez me voir voilà, en boucle.
Ok, donc là, nous, on s'est présenté. Moi, j'ai envie de savoir un peu qui vous êtes maintenant. Et j'aimerais savoir, dans l'Assemblée, qui vit en habitat participatif. Ouais, quelques-uns. Chanceux, bravo. Qui est dans un projet? Ouais. Super. Qui a déjà vécu en colocation? Ouais, ouais, super. Et qui a déjà vécu en communauté? Ouais, pas mal. C'est quoi les communautés, là? Donnez les noms. La bascule? L'Arche? J'ai pas entendu. Ok, Praxis. Ok, merci, super. On a même international, très bien. Oups. Ok. Alors déjà, alors on est aux rencontres nationales de l'habitat participatif. Bon, normalement vous êtes censé savoir de quoi on parle, mais quand même, je vais vous faire un petit brainstorming sur qu'est-ce que pour vous l'habitat participatif. Tu notes. Alors brainstorming, allez-y. Qu'est-ce que pour vous l'habitat participatif? C'est quoi? Habitat, partage, participation, solidarité, économie, sobriété, tu arrives à noter tout? Ça va être écologie, collectif, je sais pas tout. Vie collective, humain, aventure humaine, relation, mutualisation, coopération, création, reliance, ok, joie, ok, vous avez une vision sympa de l'habitat participatif, hein. Je vais un petit peu tout démonter. Conflit, ouais, Stéphane. Différence, tolérance. Ok, alors c'est beau tout ça. Dans la loi Allure, il y a tout ça là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'habitat participatif aussi? Prêt bancaire, voilà. Montage juridique. Mais on partage quoi dans l'habitat participatif? La vie, mais aussi des espaces. Bah ouais, des espaces communs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'habitat participatif? Intergénérationnel. Mutualisation, je crois qu'on l'a vu. Diversité. Talent. Individu. Un projet associatif. Ok. Complexité, ouais. On voit ceux qui sont passés par là. Refus. Gouvernance partagée. Patience. Sortir les poubelles. Râler sur le chien du voisin. Ok. On est bien là? Bon, on va dire que c'est bon. Alors, du coup, moi, j'ai souvent envie de dire, dans l'habitat participatif, pour moi, il y a vraiment deux choses en fait importantes. On construit en fait en parallèle deux choses. On construit à la fois, alors tu as déjà noté, c'est la triche, bon, bah, tu fais tout, je n'ai plus rien à faire. On construit le collectif et on construit l'habitat. Et il faut vraiment construire les deux en parallèle, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se faire aspirer à un moment donné par la construction de l'habitat, parce que c'est une vraie complexité, c'est vraiment, surtout pour des citoyens lambda qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, construire un habitat, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si même à titre individuel, vous avez déjà construit une maison. Construire une maison, c'est une vraie aventure, mais construire un collectif, c'est incroyablement complexe. Mais il ne faut pas oublier la construction du collectif. Et moi, voilà, dans la manière dont j'accompagne les groupes et je vais vous présenter donc mes clés de construction d'un projet d'habitat participatif, je suis vraiment sur la construction, ces deux choses vraiment en parallèle et prendre soin de ces deux choses. Merci. Alors, vous parliez donc d'habitat participatif, de toutes les belles valeurs, de tout ce qu'on y trouve, de cette mutualisation, de cette joie. Et moi, j'ai envie de vous partager des petites anecdotes de mon vécu sur pourquoi vraiment c'est le pied, quoi. C'est le pied de vivre un habitat participatif.
vous plongez quelques instants dans l'ambiance, alors des choulans. Moi, je vais vous partager des choulans, mais voilà, ça va peut-être résonner avec certains. Donc, dans mon habitat, un des moments super convivial, et ça c'est un peu typiquement français, c'est les repas partagés. Et souvent, quand on parle de repas partagés, on s'imagine tout le monde, on s'imagine une grande attablée avec tout le monde. Alors ça arrive, mais en fait, les repas partagés, c'est pas tellement ça. Les repas partagés, c'est aussi de la spontanéité. Je suis toute la journée devant mon ordi, puis à un moment donné, c'est l'heure du repas, et je descends, et j'envoie un petit WhatsApp. D'autres gens sont là, et hop, on se retrouve dans la cuisine et on se fait un petit repas avec les restes des uns, avec une petite cuisine vite fait des autres. Et là, bouffée d'air pur, au milieu de la journée de boulot, petit repas ensemble, sur la terrasse, dehors, au soleil, et décompression. Donc c'est aussi ça, les petits moments de repas partagés qu'on a. Après, au Choulan, on a aussi des événements qui vont être plus ouverts sur l'extérieur. On fait des événements culturels, on organise des concerts, des petites pièces de théâtre qu'on fait venir, qu'on paye au chapeau. Et là, on se part de nos plus beaux habits, on met des petits fagnons, tout ça, on invite nos voisins, et c'est une toute autre ambiance. Et voilà, on a ce côté festif dans l'habitat, et c'est aussi des moments qui sont vraiment agréables et qui sont vraiment ouverts sur l'extérieur. Et puis moi, ce que je trouve génial dans l'habitat participatif, c'est la notion d'entraide au quotidien. On est entouré de gens sur qui on peut compter. C'est pas des amis en fait. Moi, je suis pas avec des potes. Il y en a certains, c'est devenu des potes, mais c'est pas une bande d'amis dans mon habitat. Et pour autant, même les gens avec qui j'ai le moins d'affinité, je sais que je peux compter sur eux. Compter sur eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, des fois, au lieu de prendre une babysitter, si je couche les gamins, je monte le babyphone à l'étage du dessus. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça qui mettent un peu d'huile dans les rouages de la vie. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus fortes, des moments d'entraide dans les accidents de la vie. J'ai une cohabitante qui s'était tordu le pied, et elle avait besoin qu'on lui fasse des fois les trajets en voiture pour aller à tel endroit. Voilà, on l'aidait. Il y a un exemple que je donne. Alors, il y en a peut-être qui étaient déjà là hier à l'atelier où je l'ai dit, mais bon, tant pis, je l'assume. Mais mon fils, à 3 semaines, a fait une bronchiolite. Et on est parti en pleine nuit. En pleine nuit, on est parti l'emmener à l'hôpital. On était vraiment en panique. On le regardait respirer. On avait peur qu'il s'arrête de respirer d'un instant à l'autre. Et en fait, j'avais ma grande qui dormait et je ne voulais pas la réveiller pour la bousculer dans cet univers hospitalier, réveillée en pleine nuit, tout ça. Et du coup, j'ai appelé ma cohabitante en pleine nuit. Elle est venue en pyjama, se coucher dans notre lit pour prendre le relais sur ma fille. Et ensuite, tous mes cohabitants ont pris en charge ma fille. Et donc ça, c'était un vrai soulagement parce que j'ai pu vraiment me concentrer sur mon fils et savoir qu'elle était entre de bonnes mains et qu'elle ne serait pas inquiète, en fait, qu'elle savait que tout allait bien. Donc ça, c'est vraiment du soutien au quotidien, c'est vraiment cette force du collectif. Vraiment, l'habitat participatif, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours bien. Il y a aussi plein de trucs qui ne vont pas. Il y a plein de trucs qui sont désagréables. Moi, mon top 3 dans l'habitat participatif, de ce que j'ai vécu, ce que je vis, le top 3 des sujets à conflit, il y a le ménage, les enfants, les animaux domestiques. Je ne sais pas si ça parle à ceux qui vivent, mais voilà, c'est souvent, on va se prendre le chou sur une serpillière qui traîne ou sur des petites choses. Et ça a l'air de rien, on se dit comme ça, là, maintenant on en parle, c'est rigolo, mais en fait, juste ça prend le chou au quotidien. Tout comme dans un couple, il peut y avoir des conflits sur des petites choses bêtes. Des fois, c'est embêtant. Puis il y a d'autres choses aussi, il y a par exemple la communication en mail. Ah là là, qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête à s'envoyer des mails, à se dire nos cas de vérité, alors que bon, des fois, il suffit de se regarder dans les yeux. Et puis, il y a un point qui revient souvent dans mon habitat, mais partout. C'est pareil, j'ai fait un atelier ce matin, il y en a peut-être qui étaient là aussi, sur la différence d'engagement. C'est un vrai sujet, la différence d'engagement dans un collectif. Comment on fait avec la différence d'engagement? Il fait chier l'autre, là, il ne fait jamais le ménage. Moi, j'ai l'impression de le faire tout le temps. Voilà. Comment on gère ça au quotidien? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et voilà, ça questionne et des fois, ça énerve. Et bien voilà, je vais maintenant vous présenter mes petites clés, maintenant que je vous ai un peu plongé dans l'ambiance. Et je vais vous présenter, en fait, parce que mes clés de l'habitat participatif, je les ai symbolisées sur un tabouret à 3 pieds, qui est là, que je vais construire avec vous petit à petit. Et on va commencer
par le socle. Pour moi, le socle d'un habitat participatif, c'est d'un côté la raison d'être et de l'autre côté le nous, la cohésion du groupe. La raison d'être, c'est l'étoile de berger pour le groupe. C'est ce qui donne une orientation. C'est vraiment une raison d'être, c'est en gros 1 à 3 phrases, on va dire, qui synthétisent vraiment, que le groupe va chercher à synthétiser. C'est l'essence du projet. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on souhaite créer ensemble? Donc voilà, c'est vraiment ces petites phrases-là qui vont donner les orientations, les priorités, qui vont aussi attirer des nouveaux membres. Les nouveaux membres, ils vont vibrer avec une raison d'être. Donc ça permet de poser une intention, de poser une direction et d'attirer des nouvelles personnes. Ça permet aussi de gérer des fois des priorités. Par exemple, je vais vous donner la raison d'être d'Échoulan. Donc c'est un habitat participatif nourri par l'intelligence collective, un lieu de vie, de partage, d'expérimentation et aussi de culture, et graines de possibles pour une transition écologique. Il y a un terme qui est très important, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire, nous sommes avant tout un lieu de vie. Nous ne sommes pas un lieu d'accueil, nous ne sommes pas un lieu de formation, nous sommes un lieu de vie avant tout. Et moi, ça m'arrive de faire des formations, ça nous arrive d'accueillir des gens, mais on pose comme priorité que c'est un lieu de vie et que toutes les activités autres doivent s'adapter à ça. Et moi, si je fais des formations, je dis aux gens, peut-être qu'à un moment donné, il y a des enfants qui vont courir à côté et faire du bruit, ou peut-être que ça va faire des pas, mais c'est comme ça. On est avant tout un lieu de vie, et ça n'est pas aux habitants de s'adapter au fait qu'il y ait des formations chez eux. Souvent, les groupes parlent de chartes. Enfin, c'est très souvent que les groupes font une charte de valeurs. Une charte de valeurs, je trouve ça intéressant. Mais en général, je ne sais pas si vous avez déjà lu des chartes, on retrouve tout le temps les mêmes choses. Donc la charte, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir derrière les mots, qu'est-ce qu'on y met, derrière le mot écologie, qu'est-ce qu'on y met. Moi, je fais par exemple, je demande des fois aux habitants de faire une échelle, dire, OK, par exemple, solidarité. Solidarité, le minimum de la solidarité, c'est quoi? C'est je prête 1 kilo de farine à mon voisin, par exemple. Grosse solidarité. Voilà. Et le summum, ça serait, je ne sais pas, j'accueille un SDF à plein temps dans mon salon, par exemple. Voilà, vous voyez l'échelle. Et puis on va s'amuser à faire des créneaux comme ça pour que chacun puisse se dire, moi, mon niveau de solidarité, par exemple, il va aller jusque-là. Donc voilà, la charte des valeurs, c'est intéressant d'aller creuser ce que chacun entend derrière les mots, derrière les valeurs. Mais je trouve souvent qu'au final, la charte, on a tellement la place de développer ce qu'on veut qu'on n'a pas de hiérarchie. Et c'est pour ça que je trouve que la raison d'être est bien complémentaire du travail de la charte, c'est qu'on va se dire, OK, on a toute notre charte avec toutes nos valeurs, mais si on doit se tirer 1 à 3 phrases, qu'est-ce que ça donne? Voilà. OK. Ensuite, le nous. Alors, ce que j'appelle le nous, non, je vais vous lire d'abord d'autres... pardon, j'ai oublié. Je vais vous lire quelques autres raisons d'être pour vous donner des exemples. Un groupe que j'avais accompagné, j'aimais bien leur raison d'être, c'est vivre ensemble pour grandir en humanité, créer un lieu qui nous ressemble ou mutualiser nos énergies, nos compétences et nos expériences. Un autre, les Bobines, le projet de l'autre soi à Villeurbanne, peut-être que certains vont aller le visiter aussi demain. Habiter et donner vie à un lieu coopératif, humainement investi dans une démarche de partage et de synergie entre nous et au sein de l'autre soi. Donc là, on voit qu'il y a une vraie dimension d'un habitat dans un quartier. Il y a vraiment ce lien au quartier. Voilà. Bon, pour donner quelques exemples. Hop. Donc, le nous. Le nous, je vous disais, c'est la cohésion du groupe. C'est un peu ce qui fait ciment dans le groupe. C'est ce qui fait qu'on a envie de vivre ensemble. Donc, quand vous êtes avec votre bande de copains un week-end, il y a du nous. Il n'y a pas forcément de raison d'être. Peut-être faire une grosse fête, mais voilà, c'est une raison d'être assez temporaire. Mais le nous, il est présent. Quand vous êtes avec des personnes inconnues, ce nous, il n'est pas vraiment vivant. Il n'est pas encore présent. Pour créer ce nous, ça ne se fait pas instantanément. Il y a différentes étapes. Là, je vais vous les décrire. Donc, alors,
les étapes du nous, ce n'est pas moi qui les ai inventées. C'est Bruce Tuchman qui les a modélisées en 1969, donc c'est un psychologue américain. Et puis ça a été repris, révisé par l'UDN, l'Université du Nou, certains connaissent peut-être. Voilà, puis moi j'y ai rajouté ma touch, et puis les dessins de Thierry. Donc les étapes du nous. Tu les dessines, c'est ça? Ouais. Donc le premier, du coup je vais prendre ma feuille. La première étape, c'est le pseudo-nous. Le pseudo-nous, c'est quoi? C'est quand vous mettez des chaises en rond, vous faites venir des gens, ils s'assoient en rond, ce n'est pas encore un collectif. D'accord? Les premiers échanges, ils vont être un petit peu biaisés, ils vont être... là, on a des masques. On parle avec nos masques, en particulier nos masques sociaux. Tu fais quoi dans la vie? Tu as des enfants? Voilà. On reste bien superficiel. Et on ne va pas aller encore creuser. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas... voilà, on ne va pas en profondeur. C'est une phase d'insécurité. C'est une phase où voilà, on se regarde un peu en chien de faïence. Voilà, on ne sait pas trop où on met les pieds. On est souvent plutôt observateur ou au contraire à beaucoup parler. Mais voilà, disons qu'on n'est pas forcément, on n'est pas encore nous-mêmes. On n'est pas pleinement authentique. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est le nous uniforme. Alors là, c'est une étape qui est hyper agréable à vivre. C'est dans le couple, hein, c'est l'idylle. Vous voyez la petite euphorie du début, ça se passe super bien. Donc c'est pareil dans les groupes. Et c'est un moment où en fait, le but de chacun est de se faire intégrer dans le groupe. Donc on va surtout gommer tous les avis contradictoires. Et là, on a ce sentiment génial qu'on est tous d'accord. Oh, c'est génial, on est tous d'accord, c'est parfait. Et donc voilà, du coup, le but est vraiment de s'inclure. Donc on est tous d'accord, donc on n'a pas d'avis contradictoires. Par contre, en termes d'intelligence collective, c'est hyper pauvre. Parce que du coup, tous les avis contradictoires sont gommés. Voilà. Donc c'est pas le moment où il faut prendre des grosses décisions stratégiques. C'est pas le moment où il faut décider du montage juridique là, parce que là il n'y a que la grande gueule qui va sortir et tous les autres vont suivre. Donc voilà, c'est un moment qui est agréable à vivre, mais qui n'est pas du tout pertinent dans le groupe. Et puis à un moment donné, il y en a certains, ils ne vont pas supporter cette phase où on est tous égaux, où on cache son avis contradictoire, et il y en a certains qui vont exploser. Ils vont dire mais non, mais en fait je suis pas d'accord avec ça. Et là en fait ça crée du conflit. C'est le nous conflictuel parce que le groupe, il n'avait pas l'habitude. Il était dans son idylle, on était tous d'accord, tout était merveilleux. Et puis là maintenant il y en a certains. Puis alors on va bien les stigmatiser. Il y en a certains qui donnent un avis différent. Donc voilà, là ça va être compliqué, il y a des jeux, des personnalités qui vont s'affirmer, et ça va créer du conflit, et on ne sait pas le gérer dans le collectif. Et donc ça va nous amener à la quatrième étape, qui est le nous structuré. Donc c'est là où on va vraiment utiliser, mais pleinement, tous les outils d'intelligence collective, et en particulier la sociocratie, moi je suis sur la sociocratie, mais il y en a d'autres, mais en tout cas des outils qui vont permettre qu'on entende les avis divergents, tout en convergeant vers une solution. Et du coup, chacun se sent entendu, compris, écouté, et on contribue à faire de l'intelligence collective. Et quand on pratique ces outils, qu'on s'est bien structuré, le 4, c'est structuré, le nous structuré. Quand on a bien pratiqué ces outils et qu'on a vraiment confiance, c'est-à-dire quand on vient en réunion, ça arrive des fois, on vient en réunion, on a vu à l'ordre du jour le sujet qu'on sait où ça va péter, parce qu'on sait qu'un tel, il n'a pas le même avis que moi, et on le sait pertinemment. Et si on vient en réunion en sachant qu'il y a un sujet de conflit, mais qu'on est persuadé qu'on va en sortir avec une solution, là c'est la dernière étape, c'est l'équipe. C'est le moment où on sait qu'il y a cette confiance, il y a chacun son rôle, il y a une bonne mécanique qui est en marche, et il n'y a plus de stigmatisation, on accepte les avis divergents. Donc voilà. Dans ces différentes étapes du nous, c'est présenté comme ça, mais en fait, ce n'est pas linéaire. Évidemment qu'il peut y avoir des retours en arrière, et puis il y en a qui vont arriver en cours de route, qui vont rejoindre le collectif là où il en est. Donc il ne faut pas l'imaginer de manière linéaire. Et puis, moi, en général, je n'essaye pas de savoir où en est le groupe, en fait. Peu importe. Mais
ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, attention, il faut du temps et de la maturation pour arriver à ce niveau-là d'échange, d'intelligence collective et d'authenticité, pour que chacun se sente vraiment authentique et puisse vraiment exprimer son avis au sein du collectif. Donc voilà, ça c'est ce que je trouve intéressant de retenir. Alors, je vous ai présenté les étapes du nous, mais je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui peut aider à passer ces différentes étapes. Et ça, je vais vous demander d'y réfléchir. Donc, qu'est-ce qui nourrit le nous? Qu'est-ce qui permet d'augmenter la cohésion du groupe? Et je vous propose de vous mettre par petits groupes de 4-5 et d'y réfléchir pendant 5 minutes. Vous tournez, tac, 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 faites des petits groupes, bougez de place si besoin. Qu'est-ce qui permet de nourrir le nous, la cohésion du groupe? Tu fais la marmite de papier. Sinon, là, on a 5 minutes, on décale. Alors, il y a le socle. Ensuite, il y a la communication bienveillante, gouvernance partagée. Mais tu avais fait très gros, la gestion de projet, tu pourrais le faire plus petit.
Alors, je vous propose qu'on partage. Ça y est, on les arrête plus, hein. Est-ce que quelqu'un veut bien passer les micros? Tu fais aussi? Tu fais passer. Ok, alors je ne vais pas pouvoir prendre tous les avis, mais je vous invite, voilà, on vous passe le micro, vous donnez quelques pépites, pas forcément besoin d'être exhaustif, mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir vos différents avis, donc sur qu'est-ce qui nourrit le nous. Alors, qui veut commencer? Allez, super, merci là-bas. Ah, il faut appuyer en dessous. Ça marche? Non, ça marche pas. Il marche pas le micro? Oui, ça marche. Celui-là, bah vas-y, passe-le. C'est bon. Donc, on s'est dit que pour nourrir le nous, il fallait aussi nourrir le je et prendre en compte toutes les individualités et les histoires de chacun. Merci. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est bon. Nous, on s'est dit plusieurs choses. On s'est dit pouvoir être en capacité d'accueillir le conflit, de le gérer. Je ne sais pas comment le dire, mais de ne pas avoir peur d'être dans le conflit, c'est un truc qui peut nous aider. Mais pour ça, il faut aussi qu'on se sente tous écoutés, notamment aussi les personnes qui vont être plus timides ou plus réservées. Il faut que tout le monde ait le même niveau de parole et puisse se sentir impliqué dans le projet et dans l'expression, quoi. Et après, je ne sais plus ce qu'on s'est dit. Et la convivialité aussi. Ça peut être dans le faire ensemble, dans des moments informels, qui va renforcer le nous, quoi. Ok. D'autres avis? Là, devant. Alors, nous, ce qu'on a pointé, qui pourrait un peu être différent, c'est le besoin de se connaître en dehors du projet et peut-être de partager des choses en dehors du projet aussi. Oui, ça rejoint l'aspect convivialité, mais pas que. Oui, ok, merci. D'autres? Sinon, je prends des volontaires, enfin des... Ouais, Stéphane. Ah, c'est Thomas, pardon, mais à chaque fois, je me trompe. Je suis désolée. Bon. À force, Thomas, vas-y, voilà. On va finir par se connaître. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, c'est justement en prolongement de ce qui est dit avant, c'est prendre du temps pour réfléchir et parler, échanger sur les valeurs. Parce que nous, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas suffisamment discutées dans notre groupe et qui ont créé des conflits assez importants par la suite. Voilà. Donc, c'est pas faire que du fonctionnement, mais c'est aller un peu au fond. Okay. Avec qui d'autre? Vous n'êtes pas timide? Allez, par là-bas, là, dans le fond, là. Avoir un objectif commun. Ok. Ouais, ça rejoint la raison d'être, effectivement, évidemment. Hein, voilà, vers la raison d'être. Des fois, j'aime bien donner l'image des oiseaux migrateurs, en fait. Les oiseaux migrateurs, ils vont ensemble dans une direction. Donc la direction, hein, le pays chaud, c'est l'objectif, c'est la raison d'être. Et puis le fait que les oiseaux, ils y vont ensemble et pas tout seuls, ils pourraient très bien y aller tout seuls, hein, finalement, les oiseaux migrateurs, mais non, ils y vont ensemble, ça c'est le nous. J'aime bien être avec mes copains, on est ensemble, voilà. D'autres? Ouais. Des trucs ensemble, pas que des réunions, ok. Moi, ça fait 5 ans qu'on habite en habitat participatif et j'ai bien retrouvé les différentes étapes là. Et en fait, on revient assez souvent quand même sur l'étape 3. Surtout dans les réunions, on a du mal à se parler posément. Et ce qui me frappe, c'est que lors de notre réunion mensuelle, il y a toujours les grosses têtes, les fortes têtes qui ont pris la parole, qui se sont pris de bec. Puis après, tout le monde sort dans le jardin et on va arroser les plantes, on va déplacer des arbustes,
on bricole dans le jardin et toutes les tensions s'apaisent. Je pense que notre nous se nourrit beaucoup de notre activité, du faire ensemble. Ok. Très bien, mais moi, ce que j'ai aussi envie de dire par rapport au témoignage que tu nous fais, c'est que pour moi, il y a un élément essentiel qui n'a pas été dit, qu'on peut rajouter, c'est le plaisir d'être en réunion. Pour moi, on peut soigner les réunions pour avoir plus de plaisir à y être en faisant des dynamiques, des éléments d'intelligence collective. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous connaissez les 6 chapeaux, faire des jeux, Alors après, il faut s'adapter. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les jeux. Il ne faut pas les forcer, sinon ça va être l'horreur pour eux. Mais voilà, il y a des outils qui permettent d'avoir du plaisir à être en réunion. Et moi, dans mon habitat, je vous disais, on s'est construit vite, mais ça fait 9 ans qu'on se tape des réunions toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça fait un paquet de réunions. Je ne sais plus, un jour, on s'amuse à les compter. Faut mieux avoir plaisir à y aller, quoi, parce que ça fait un paquet d'heures. Donc voilà, c'est aussi un moyen de faire que ça crée du nous. Ok, d'autres idées? Devant, là, il y a du monde, là. Oui, par ici, on a parlé du climat de sécurité justement en réunion, notamment pour oser parler vrai de ce qu'on vit, notamment nos tensions, nos blessures, nos trucs qui nous gênent, et d'oser le faire et que ça se passe bien et que ce soit OK, que ce soit accueilli par le groupe en fait. Super. Ouais, on en reparlera après du cadre de confiance. Ok, c'était la même chose. Allez, moi, je vais vous rajouter 2-3 trucs. Alors, insister ou rajouter, mais en tout cas, effectivement, les moments ensemble, les moments de convivialité, et en particulier en dehors des réunions. Donc, on a dit, il y a dans les réunions, mais il y a en dehors des réunions. Donc, et puis, se déculpabiliser sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être tous ensemble. C'est un peu ce que je vous disais avec les repas. Si on a plus d'affinité avec quelqu'un et qu'on a envie d'aller voir un concert avec lui, notre lien à tous les deux renforce aussi en fait la cohésion du groupe quelque part. Donc voilà, ne pas forcément se forcer à dire il faut qu'on soit tous ensemble ou non. Voilà, se faire une bonne partie de coinche. Bon, ça peut renforcer le nous, ça peut créer des tensions. Ça dépend si on gagne ou pas, mais mais voilà, c'est des petites choses qui aident. Le jeu, j'en ai parlé, le jeu, le rire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un bon gros fou rire avec quelqu'un. En fait, on a l'impression qu'il se tisse un petit lien entre nos cœurs, là. Un petit... Là, c'est magique. Juste, on a un méga fou rire et en fait, on ne connaît pas forcément la personne et il se crée quelque chose, il se crée du lien. Donc voilà, c'est ce nous. Donc voilà, de pouvoir faire... alors après, il faut voir comment le groupe joue, mais se créer du lien comme ça. Et puis, quelque chose que je trouve important aussi, c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure, c'est la célébration. Savoir célébrer, et pas célébrer quand c'est fini, célébrer toutes les étapes, célébrer les saisons, les années, célébrer les mariages, les anniversaires. Voilà, trouver des moyens de célébrer ensemble, avec différentes manières de célébration, mais ça, c'est vraiment des moments qui sont chouettes. Nous, au Choulan, on a un petit rituel que j'adore, c'est à la nouvelle année. Moi, j'adore faire des montages vidéo, c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs. Et chaque année, je rassemble toutes les photos que j'ai captées dans l'année. Et je fais un montage de 3-4 minutes et on se le projette ensemble. Et c'est génial de se dire on a fait tout ça, et oui, il y avait ça, c'était trop bien. Et tout. C'est un vrai moment de célébration ensemble, de constater, de voir ce qu'on a fait dans l'année. Et puis après, on le partage avec nos amis, les gens qui ont aidé au bricolage, etc. Voilà, donc la célébration, c'est aussi un moment important. Je vois, madame, vous aviez encore un petit truc à dire, non? Allez, vas-y. L'importance de développer le jeu authentique au sein du groupe. Génial, j'allais l'oublier. L'authenticité, merci. J'adore l'intelligence collective. Oui, l'authenticité... C'est difficile d'avoir des échanges authentiques avec des personnes. Je ne sais pas si ça, des fois vous constatez ça, mais quand on se réunit, on blablate, on parle, nanana, mais parler de vraiment ce qu'on a en soi, c'est difficile, c'est rare et c'est des moments précieux. Et moi, j'ai un petit truc pour y arriver, c'est le jeu Perlipapote. Voilà.
Voilà. Alors, j'en ai découvert un autre que je trouve encore plus précieux, c'est le toi et moi. Mais c'est le level 2, c'est le niveau 2. Mais le perlipapote, ça va être des questions, en fait. C'est tout un, c'est des cartes. Chacun tire une carte et je lis la question. Alors, c'est des questions du genre qu'es-tu venu semer sur Terre? Parle d'une personne qui t'inspire. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te fait peur? Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Et là, je vais rentrer en moi. Déjà, je le dévoile. Et après, tout le monde répond à la même question. Et donc là, on est vraiment sur de l'échange authentique. On dit ce qu'on a envie de dire, on n'est pas obligé de se dévoiler complètement, mais plus on se dévoile et plus ça crée un climat de confiance, d'authenticité, et c'est magique. Et le toi et moi, là, c'est plus des questions, c'est quand on se connaît par deux et on va parler sur la relation. Qu'est-ce qui te nourrit dans la relation? Comment on pourrait améliorer? Quelle est une musique qui pourrait illustrer notre relation? Enfin voilà, ça parle sur la relation. Mais voilà, c'est vraiment 2 petits jeux qui sont aux éditions du Souffle d'Or, qui est mon éditeur. Mais bon, voilà, je fais un peu sa pub. Mais c'est un petit jeu qui est vraiment génial. C'est un petit jeu de cartes, c'est très facile. Perlipapote. Voilà. Et sinon, il y a d'autres manières de faire aussi. Moi, j'aime bien aussi faire un petit jeu avec... Juste, on écrit sur des petits papiers des sujets. On est avec une bande de copains, ça peut être des copains ou d'habitat, et se dire, OK, de quel sujet j'aimerais parler avec eux. Donc ça peut être des sujets de société, ça peut être des questions très personnelles, et on les pioche et on les traite. Et ça évite en fait de partir dans des conversations qu'on ne dirige pas en fait. Voilà, ça permet de se poser vraiment la question de qu'est-ce que j'aurais envie d'échanger avec ces personnes-là. Voilà, donc sur l'authenticité. Super. Alors, donc, nous avons le nous et la raison d'être. Mais là, je n'ai pas encore un habitat participatif. On n'est pas... Ça ne marche pas. Pour y arriver, on va avoir besoin de 3 piliers que je vais vous décrire après. C'est la communication bienveillante, la gouvernance partagée et la gestion de projet. On va les expliquer. Alors le premier, la communication bienveillante. J'utilisais le terme communication bienveillante pour ne pas dire communication non violente, mais c'est un effort forcément très très inspiré. Je ne vais pas vous faire un cours sur la CNV parce que ce n'est pas mon métier, mais l'idée c'est d'extirper dans la CNV des petits trucs que je trouve essentiels pour bien communiquer dans le collectif. Mais avant, du coup, je vais vous faire expérimenter. Je vais vous faire expérimenter parce qu'il y a 2 choses très importantes. Voilà, les 2 choses fondamentales, c'est 1, parler en je parle en mon nom. Et 2, écouter. Savoir écouter de manière active et sans commenter. Et je vais vous faire expérimenter, et puis chacun. Donc là, vous vous mettez par 2. Et il y en a un qui parle en je. On va dire un thème, où vous en êtes de votre projet d'habitat participatif, on reste dans la thématique. Mais si vous voulez raconter vos vacances, peu importe, vous faites bien comme vous voulez. Donc il y en a un qui parle en jeu pendant 1 minute et l'autre ne fait que écouter. Alors il peut y avoir des mouvements, mais on évite le jugement. Par exemple, on évite les noms, les trucs comme ça, les trucs qui peuvent être jugeants, ou alors, les grimaces qui vont dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Non, on écoute, on est dans l'ouverture. Okay, et je donnerai un coup de gong pour échanger. Donc, allez-y, mettez-vous par 2. Allez, déplacez-vous. Oui, si c'est par 3, sinon, voilà, il faudra tourner plus vite, mais... C'est bon, allez, c'est parti.
On échange. C'est terminé. C'est très court, 1 minute. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Je veux parler. Stop. Ouh. Ouais, il va y avoir les micros, ouais. Ah. Ouais. Ça vient doucement. On va reprendre. Qu'est-ce que c'est bon de parler, de se faire écouter. Alors, comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a une posture qui était plus facile que l'autre? Est-ce que... Oui, oui, oui. Je vois des oui, oui, oui. Allez, on fait passer le micro. Ah. Ah si, c'est bon là. C'était employer le jeu, en fait. Parler et s'exprimer, tout simplement. C'était difficile. C'était difficile, oui. De parler en ton nom, de parler ton jeu. Ouais, c'était difficile. Pas seulement le jeu, de manière générale, je dirais. Ah, de parler. De parler, oui. De parler avec quelqu'un qui juste t'écoute. Oh, voilà. La panique, la feuille blanche. Exactement. Okay. Merci de m'avoir donné le micro. Génial. Ouais. Il y en a pour qui ça a peut-être été difficile d'écouter, sans réagir. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai trouvé ça très difficile de ne pas acquiescer, à rebondir, ah oui, c'est vrai. Et en fait, ce que je trouve difficile mais très intéressant, c'est que du coup, on est concentré uniquement sur l'écoute et on se laisse de côté nous-mêmes. Enfin, voilà, c'est pas à toi de parler, donc tu laisses parler. Et du coup, c'est hyper chouette parce que ça fait en sorte que l'écoute soit 100% active et on se souvient de tout. Merveilleux. J'adore quand les gens disent les choses que j'ai pas besoin de dire. Alors nous, on est toutes les deux des très très grandes bavardes, donc on parle tout le temps de plein de choses, mais de se dire, ok, là pendant 1 minute, je n'ai pas le droit de parole et je t'écoute totalement, je me dis, mais en fait, je viens d'apprendre encore plein d'autres trucs. Alors qu'on parle constamment, mais c'est vrai que ça a été hyper enrichissant juste cette minute-là, quoi. Super, merci. Alors, pour qui ça parle, ce côté, c'est super, c'était une vraie expérience de découvrir cette écoute, se parler en jeu. Pour qui c'est une vraie expérience, ça? La main. Ah, ouais, c'est cool. Ouais. Moi, c'était par rapport à... C'est allumé, mais... Ah oui, okay. C'est que du coup, vous nous avez demandé de parler en jeu. Et sur la thématique de l'habitat participatif, on a tendance à directement basculer sur le nous, sur le on. Et finalement, quand on écoutait, on se disait que en fait, la personne ne dit jamais « je », dit toujours « on ». Et du coup, après, quand on essaye de faire cet exercice de « ah, j'habite là, j'aimerais que l'habitat soit comme ça », etc., bah, c'est plus difficile parce qu'on a directement envie de se mettre dans un « nous ». Et du coup, le jeu, on peut aussi le mettre de côté quand il s'agit du collectif.
Alors voilà, effectivement, l'exercice, il était un peu caricatural, où je vous ai forcé un peu à parler en jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler du nous, évidemment, en disant le groupe, on en est là, telle étape, mais le jeu, il permet vraiment de ramener, ah oui, et moi, dans le projet, j'en suis où voilà, de revenir vraiment à moi, qu'est-ce que je vis. Donc, ce petit exercice-là, il est assez simple, et pour moi, il est essentiel dans un groupe. C'est-à-dire, dans un groupe, quand on est en réunion, mais même dans la vie, c'est hyper important de parler en jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire du « on » ou du « nous », il y en a certains qui ne vont pas se reconnaître dans le groupe et qui vont trouver ça très violent. Si vous parlez en jeu, vous avez votre point de vue, vous avez votre vécu, il est propre et il est tel qu'il est. On ne peut pas le remettre en question. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Mais par contre, les autres, ils peuvent vivre quelque chose de différent. Et donc ça, c'est vraiment très important. J'ai complètement paumé mes trucs. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un des points très importants, le parler en jeu et l'écoute. Et quand j'entends là, ah j'ai trop envie de réagir, bah voilà, typiquement les réactions comme ça là, c'est des trucs qui pourrissent les réunions. Ah mais ouais, ça me rappelle trop mes vacances d'hier, de l'année dernière. Non, on s'en fiche de ça, ok ? On l'écoute et puis. Voilà, donc ça, c'est apprendre à vraiment écouter et apprendre à parler en jeu, c'est les points essentiels. Et ça fait partie, en fait, de ce que j'appelle le cadre de confiance. Donc on rejoint un peu ce qui avait été dit. Dans les réunions, c'est important d'avoir un cadre de sécurité avec des règles, comment on souhaite communiquer entre nous. Voilà, se mettre d'accord. Ah, là, il est mieux en plus grand, merci. Mais du coup, tu le refais ? Bah attends, mais je vais le commenter là. Non, je le commente là. Ok, donc mon cadre de confiance... Donc, je vous le partage, mais en fait, le mieux, c'est de le construire dans le groupe, d'accord, évidemment. Donc, il y a le parler en jeu, donc vous l'avez expérimenté. La bienveillance, le non-jugement. Voilà, j'utilise des fois d'autres termes parce qu'il y en a qui parlent plus que d'autres, mais l'idée, c'est, alors, on n'est pas des bouddhistes, d'accord, on juge, et c'est OK. Voilà. Le but, c'est juste d'éviter d'être trop ostentatoire. Voilà, on évite de le montrer parce que ça bloque la personne qui est en train de parler. C'est vraiment, OK, j'ai un avis qui est différent, je lève la main, je prends et je dis mon avis. Je ne suis pas obligée de lui exprimer pendant qu'il est en train de parler. Donc voilà, c'est ce côté-là. Et puis il y a dans ce côté, il y a aussi cette idée, en fait, dans ce terme bienveillance, non-jugement, ce terme que j'aime bien dans la CNV, dans la communication non violente, c'est d'aller sur la colline de l'autre, de dire, OK, alors là, il est en train de me dire un truc. C'est à 10 000 lieues de moi, je ne suis pas du tout là-dessus, mais est-ce que je peux essayer d'un petit peu arpenter sa colline pour essayer de voir, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire de son point de vue. Voilà. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Tiens, une petite question au passage. Qui connaît la CNV dans la salle, la communication non violente ? Génial. Deuxième question. Qui pratique la CNV ? Ah ouais, il y en a, ouais, ok. On est d'accord. Bon, mais en tout cas, les termes, c'est bon, le vocabulaire, c'est tout le monde là. La souveraineté ou la co-responsabilité, ça c'est quoi ? C'est plusieurs choses. C'est d'abord, je suis souveraine, nous sommes souverains de nous-mêmes, c'est-à-dire par exemple, dans la réunion, je vis une émotion très forte, où j'ai une mauvaise nouvelle avant de venir et je me sens complètement bouleversée. C'est à moi de trouver ce qui est juste pour moi. Et si ce qui est juste pour moi, c'est de sortir, je suis souveraine, quoi. Je fais, non, là, désolée, je sors, d'accord ? Donc, c'est à moi de gérer ça. C'est aussi le côté, nous sommes tous souverains, co-responsables des règles qu'on s'est données, de ce cadre, par exemple. Il n'y a pas que l'animateur qui peut recadrer sur le cadre, c'est tout le monde qui peut dire « Hey, stop, là, tu ne parles pas en jeu. » D'accord ? Tout le monde est souverain, tout le monde est co-responsable. On est co-responsable de venir à l'heure aussi. D'accord ? Il n'y en a pas un qui flique les autres, on est tous responsables. Et puis, c'est aussi responsable de quand on prend une décision. S'il y a un truc qui dit non en moi, là, il y a un gros clignotant rouge, il y a un truc qui dit mais ça ne va pas, ça c'est pas OK pour moi, je suis souveraine, je suis responsable de le dire parce que c'est hyper important, parce que c'est ça qui fait l'intelligence collective, parce que mon objection c'est un cadeau, on va le voir juste après. Mais voilà, et puis parce que si je ne le dis pas maintenant, en fait, ça va rester. Et en fait, à un moment donné, ça va péter. Donc c'est vraiment important d'être attentif à ça et d'être vraiment connecté à ça.
Bon, après, la concision, bah, ça, voilà, on est en réunion, on est nombreux, on ne raconte pas ses vacances, on évite leur sujet, la concision. Il y a aussi le côté, j'aime bien des fois dire parler en plus-value. On est un cercle, il y a quelqu'un qui donne une parole, et si moi j'ai le même avis que lui, bah, je ne vais pas prendre la parole pour redire l'avis, c'est bon, cet avis il a été donné. Et il y a des super trucs, vous connaissez le truc pour dire je suis d'accord sans prendre la parole, voilà, génial. Voilà, donc ça c'est magique, comme ça j'évite de prendre la parole pour dire la même chose que ce qui a été dit. Donc voilà, ça permet la concision. Et puis le dernier point, c'est la confidentialité. La confidentialité qui n'est pas sur le projet, évidemment, on va dire où on en est dans le projet, etc., mais c'est plutôt sur les échanges d'intimité, sur les fragilités, sur les choses qu'on va partager dans le collectif. Ça reste au sein du collectif. Ok. Tout ça, c'est bon. Alors, on a abordé la communication bienveillante. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance partagée. Je vais faire le montage après. Alors, la gouvernance partagée, donc, c'est la manière dont on va prendre les décisions, la manière dont on va s'organiser ensemble pour avancer dans le projet. Moi, je suis très, très inspirée de la sociocratie. Donc, c'est ce que je vais vous partager, mais il y en a d'autres. Il y a l'holacratie, il y a peut-être que certains ont été là faire sa gouvernance sur mesure hier avec Sacha. Donc, voilà, il y a d'autres moyens. Moi, je vais vous partager celui que moi, je pratique et qui vibre en moi, parce que je le sens vraiment vibrant. Mais il y a potentiellement d'autres manières de faire. Et puis, pourquoi pas, le vote. Je veux dire, il y a des groupes pour qui ça peut fonctionner comme ça. Et donc, en la sociocratie, il y a plusieurs piliers. Qui connaît la sociocratie ? Voilà. Bon, mais je vais quand même faire pour ceux qui ne connaissent pas. La sociocratie, donc c'est un mode d'organisation, un mode de gouvernance qui a plusieurs piliers, qui a 4 piliers. Le premier, c'est le cercle. Le deuxième, c'est le consentement, l'élection sans candidat. Et, alors, je tords le cou au 4e, que moi j'appelle l'organisation en commission. Mais ce n'est pas tout à fait ça en vrai. Mais bon, bref. On va faire comme ça. Les puristes, vous prenez sur vous. Alors, le premier, c'est le cercle. Le cercle, c'est quoi ? Le cercle, c'est d'abord physiquement, on va s'asseoir en cercle, avec des chaises, si possible sans table. Ça provoque quoi ? Ça provoque déjà le fait qu'on se voit tous entiers. Les tables, ça coupe, on ne voit que la moitié. On se cache derrière une table, d'accord ? Là, on est assis en cercle sans table. La première fois que vous avez peut-être senti ça, la première fois que vous étiez en cercle sans table, ça vous a pas fait cette impression de oh, tout le monde me voit, je me sens toute nue. Non, ça fait un peu ça, non ? Enfin, moi, je ressens ça en tout cas. Ouais. Et donc, ce cercle-là, pour moi, il permet justement de ce sentiment de je suis tout nu. En fait, ça va aller chercher de l'authenticité. En fait, ça va aller chercher qui on est vraiment. Le cercle, c'est aussi un espace-temps. On ouvre le cercle et on ferme le cercle. On va pouvoir mettre en place des rituels d'ouverture. Voilà, ça peut être un coup de gong, ça peut être un temps de centrage, ça peut être un jeu, ça peut être plein de choses. On allume une bougie au centre, il peut y avoir plein de choses. Chacun trouve. Mais voilà, il y a ce côté ouverture et fermeture. Et moi, au Choulan, nous, on fait, c'est assez classique, un tour de ressenti. Comment je me sens au démarrage et comment je me sens à la fin. Et ça permet de poser ses valises. C'est vraiment, allez, comment je me sens et on dit comment on se sent. Dans la sociocratie, je vous disais, il y a également le consentement, donc c'est la manière de prendre les décisions ensemble. Je ne vais pas vous détailler, j'irai pas détailler l'élection sans candidat et l'organisation en réunion, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu la philosophie du consentement, parce que qui pratique le consentement dans la salle ? Ouais, bon, vous êtes nombreux. Mais voilà, pour ceux qui ne le pratiquent pas, j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu comment ça se matérialise. Du coup, tu le redessines tout ? Ça va être chaud. Tu le mets et puis je le commente. Tu l'as en grand ? Et tout petit ? Bon, et je vais le commenter. Donc,
Le consentement, je vous invite, si vous ne connaissez pas le consentement, il y a une super vidéo qui a été faite par l'Université du Nou, qui explique en fait toutes les étapes. Elle dure une dizaine de minutes, elle montre un petit peu tous les mécanismes, c'est assez génial. Donc moi, j'ai refait les étapes du consentement. L'UDN, ils ont, je ne sais plus, 11 étapes. Moi, j'en ai fait 4. La première étape, c'est l'écoute du centre. Donc là, c'est tout simplement, on est assis, on discute sur un thème, on blablate. Alors ça peut être en prise de parole, chacun lève le doigt. Ça peut être, on fait tourner un bâton de parole ou on fait juste tourner la parole. Mais ça peut être aussi des dynamiques de groupe du genre les 6 chapeaux, des Word Café, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, voilà. Des choses qui permettent en fait ce qu'on appelle la divergence. C'est-à-dire, c'est le moment où tout le monde va donner son idée, son avis, mais on ne cherche pas encore à converger. On est vraiment sur le mode, on y va large. Et puis en fait, il se passe en général qu'en entendant l'avis de l'un et l'avis de l'autre, moi, je me forge mon avis, d'accord ? En fait, en général, on n'est pas complètement figé dans son avis sur un sujet, on évolue, on avance. Donc là, c'est l'écoute du centre. Attends, du coup, je vais le prendre. Il est où ? Ah, tu l'as posé là. T'en as besoin ? Et ensuite, à un moment donné, on sent que ça converge. On sent qu'il se passe quelque chose dans le groupe et qu'il y a, voilà, on le sent un peu. Et là, on va dire, OK, qui a une proposition ? Donc là, le proposeur, donc c'est une personne qui se met vraiment, il faut vraiment le voir comme quelqu'un qui se met au service du groupe, qui dit, OK, je pense avoir suffisamment entendu ce qui s'est dit dans le groupe pour faire une proposition et la porter. Et donc là, le proposeur, il dit, OK, j'y vais, je porte ma proposition et je vous dis, la proposition, c'est nanana, nanana. Voilà, on la note. Ensuite, il y a 2 petits tours, un petit tour de clarification, un tour de ressenti, où chacun va pouvoir dire son ressenti sur cette proposition. Le proposeur, il a son rôle un peu particulier, il va tout noter, il va dire, OK, ah oui, là, il manque là, il faut rajouter une virgule ici. Enfin, voilà. En tout cas, il écoute vraiment tous les avis, tous les ressentis qui sont exprimés. Et puis, il va être dans une phase, donc entre l'étape 2 et l'étape 3, il y a une étape un peu charnière, où le proposeur il va pouvoir soit dire, en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, je laisse tomber ma proposition, et on repasse alors en étape 1, voire 2, on va demander une nouvelle proposition. Soit il dit, OK, je me sens, allez, c'est parti, je me sens, et je vais bonifier ma proposition au regard de ce que j'ai entendu. Il peut la transformer complètement, il peut complètement la changer. Et là, on passe en étape 3, l'étape de la proposition au centre. Donc là, le proposeur, ça y est, il a fait sa petite machine, là, il a fait sa petite moulinette dans sa tête, et il pose la proposition au centre, et là, ça ne lui appartient plus. Maintenant, c'est au groupe. Et là, on va faire un tour d'objection sur cette nouvelle proposition. Et c'est là où chacun va pouvoir vraiment dire... Ah non, là, il y a un feu clignotant en moi, il y a un truc qui dit, il y a un truc qui ne va pas. Et tous ensemble, les objections, on va les prendre, et c'est là où je vous disais, c'est un cadeau, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre les objections et dire, OK, ensemble, comment on peut lever cette objection ? Tous ensemble, en intelligence collective. C'est pas de l'acharnement à dire, mais non, mais lève ton objection, mais elle est nulle ton objection. Pas du tout. C'est, OK, ton objection, mais comment on pourrait faire ? Et puis peut-être qu'on pourrait faire comme ci, comme ça, voilà. Et puis, petit à petit, on va lever ces objections en intelligence collective. Et quand toutes les objections sont levées, on est en étape 4. C'est génial, célébration, c'est la fête, on a trouvé. Alors, il y a une petite subtilité, c'est dans cette notion d'objection. C'est important qu'une objection, elle soit raisonnable. Alors, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, il y a des fois des objections du genre « je préférerais ça que ça ». Oui, mais ça, ce n'est pas vraiment une objection, d'accord ? Une objection, c'est quand il y a un risque. Il y a un risque pour le groupe, il y a un risque pour une personne ou pour l'environnement. Mais on y voit vraiment un risque, il y a vraiment un danger. Alors, attention, ça clignote rouge. Voilà. Une préférence, ce n'est pas une objection. Okay ? Moi, ce que j'adore dans le consentement, c'est qu'on considère... Je vais me remettre dans la lumière. C'est qu'on considère, en fait, c'est un état d'esprit qui est très différent par rapport à d'habitude quand on cherche une solution à un problème. Dans ma vie, surtout dans mon parcours d'ingénieur, quand on a un problème, on cherche la meilleure solution. Je
sais pas si ça vous parle. Chercher la meilleure solution. Donc on fait quoi? On analyse tout, on fait des listes, on peut faire des analyses multicritères pour trouver la meilleure solution. Dans le consentement, c'est très différent. On va considérer que dans un périmètre donné, le périmètre du zéro objection, eh ben, en fait, il y a plein de solutions possibles. Et qu'il suffit d'en trouver une, et c'est bon. En fait, si ce n'est pas celle-là, plutôt celle-là, on s'en fout. D'accord? Et donc ça, c'est un vrai lâcher-prise. C'est pour ça que la préférence, elle n'a pas sa place. Il suffit d'avoir une solution pour ça. Dans l'élection sans candidat, c'est l'application du consentement pour choisir une personne. Et c'est exactement cette philosophie-là. Donc je ne vais pas vous la détailler, mais dans l'idée, c'est ça. Et il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est qu'avec mon mari, on a choisi les prénoms de nos enfants au consentement. Et ça donne quoi? Ça donne, donc on se pose, on fait, bon, ok, prénom de garçon, je dis, j'aime bien Arthur. Tu penses quoi d'Arthur? Ouais, j'aime bien. Ok, zéro objection. Voilà. On ne fait pas des listes, on ne se prend pas la tête. On trouve une solution, zéro objection, c'est parti. Voilà. C'est un peu caricatural, mais j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là-dessus? Je ne sais pas du tout, je suis au niveau temps. Je suis parfaite, à 2 minutes près. Alors, on va passer au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est la gestion de projet. Là, je vous ai beaucoup parlé d'humain, beaucoup parlé de groupe, mais il y a aussi la construction d'un projet méga complexe. Et ça, il faut se préparer à ça. Et il faut faire une bonne gestion de projet. Une bonne gestion de projet à la dure, avec des étapes, d'un suivi, un planning, un budget, tout ça. Tu dis ? Un bon Gantt, voilà. Et moi, j'ai envie de vous proposer, alors je me sens un petit peu fébrile de vous proposer ça. Je vais vous proposer, je vais vous présenter une méthode que je trouve sympa, qui est la méthode Rêve de Dragon, mais j'ai le grand spécialiste de Rêve de Dragon dans la salle, alors je me fais toute humble. Mais voilà, donc c'est une méthode de gestion de projet que je trouve assez sympa. Mais voilà, il y en a plein de sortes, à vous de trouver. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, après tout ce que je viens de dire sur l'humain, qui est vraiment très important, il faut se doter d'outils pour le projet, parce qu'il y a besoin de ça. Sinon, vous naviguez à vue, sinon ça va durer 9 ans alors que vous vous prépariez à 2. Donc, voilà. Donc la méthode Rêve de Dragon, qui a été créée par John Croft en une année antérieure. Quand? Il y a 30 ans. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions sur Rêve du Dragon, vous pourrez aller voir Nicolas, qui a fait un atelier hier, qui a super bien marché. Donc il y a 4 étapes dans Rêve du Dragon. La première étape, c'est l'étape du rêve. C'est le moment où on va ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on rêve? Qu'est-ce qu'on veut? Chacun va pouvoir se projeter dans là où il veut aller. Et puis, c'est l'étape aussi où on va pouvoir confronter nos rêves. Est-ce qu'on a des rêves compatibles? Ça peut être intéressant de voir. Évidemment que s'il y en a un qui rêve d'être à la ville et l'autre à la campagne, on peut déjà à cette étape-là se poser des questions. Donc, l'étape du rêve, voilà, c'est vraiment le moment où on ouvre le champ des possibles, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... Voilà, l'argent, le financier, tout ça, on laisse tomber, on ouvre tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape où on va planifier. Donc là, on va aller un peu plus dans le dur, c'est le moment du Gantt. Donc là, on va faire la liste des tâches et on va, ordonner tout ça. On va se faire notre planning, notre budget, enfin voilà, on ordonne tout ça. La troisième étape, c'est l'étape d'action. Allez, hop, on y va, c'est parti, on se remonte les manches et on va agir et on va faire toutes les tâches qu'on s'était données, planifiées. Et la quatrième étape, c'est l'étape de célébration. C'est cool, on a réussi. Alors là, je vous montre 4 étapes, mais en fait, ce n'est pas juste 4 étapes. Là, vous avez certainement dans votre tête le projet, un habitat participatif, comment ça se construit, on rêve, on planifie, on fait l'action, on célèbre. En fait, c'est fractal, c'est-à-dire qu'au sein de chaque étape planifiée, on va pouvoir refaire ces 4 étapes. Et par exemple, si on prend l'étape du choix de l'architecte, toute
petite étape dans tout ce grand projet de montage d'un projet, on peut se dire, par exemple, rêver, on va se dire, OK, quel est notre architecte idéal? Alors, il est grand, fort, non, pardon. Il a un tout petit ego, très très rare chez un architecte. Il va être disponible, il va être... voilà, donc on va rêver tout ça, donc on va lister nos critères. Ensuite, on va planifier, donc on va pouvoir par exemple se dire, il faut trouver des contacts d'architectes, quelles sont les questions qu'on va lui poser, voilà, comment on va décider. Ensuite, on passe à l'action. On rencontre les architectes, on leur pose des questions, on décide, tout ça c'est l'action. Et puis ensuite, on célèbre, on va en boîte avec l'architecte, c'est trop la fête. Voilà. Donc voilà, ça donne un exemple, mais l'idée c'est qu'on peut faire ça dans toutes les étapes, toutes les petites étapes, et c'est aussi, du coup, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on ne célèbre pas quand c'est tout fini, on célèbre tout. Voilà, on peut tout célébrer. Et dans le rêve du dragon, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est la notion d'équilibre de ces 4 étapes, à la fois en attention, en temps et en budget. Alors, si on prend le projet global, on se dit, mais attends, si la construction du projet, c'est 1 million d'euros pour construire, tu as 1 million d'euros de célébration, ça va faire un paquet de, paquet de bouteilles de champagne. Bon, voilà, donc c'est à nuancer, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette notion, c'est par exemple se dire, dans un projet, OK, la construction, par exemple, si on dit ça va être 1 an et demi de construire le bâtiment, on peut peut-être se dire, tiens, il y a peut-être du coup à peu près 1 an et demi de planification, peut-être c'est 1 an et demi de rêve, et puis 1 an et demi de célébration. Alors 1 an et demi de célébration, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, peut-être qu'on va faire une fresque comme ça, là, une magnifique fresque qui retranscrit tout notre projet, et pendant 1 an et demi, on va l'afficher chez nous. C'est notre manière de célébrer. Voilà, ça peut être, par exemple, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, dans l'intention, c'est ça. On est dans l'idée d'équilibrer toutes ces étapes. Ça va, Nicolas? Je ne dis pas trop de bêtises? Super. Génial. Voilà, donc ça, c'est un exemple de gestion de projet. Et moi, je vais vous proposer un petit truc, là, maintenant. C'est de vivre tous ensemble la phase de rêve. Et pour ça, je vais vous emmener en voyage dans votre habitat idéal. Ça ne va pas être douloureux, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à vous asseoir confortablement, décroisez les jambes, décroisez les bras, mettez une petite veste si vous avez froid. Voilà, il faut être confort, bien dans le siège. Et je vais vous guider. Je fais comment? Bon, alors on va faire comme ça. Dans votre habitat idéal. C'est parti. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez sentir comme si une pluie fine vous tombait sur le haut de la tête et dégoulinait le long du visage et va faire que vous décontractez votre visage, les tempes, la mâchoire. Et cette pluie fine, elle dégouline le long du cou, elle descend dans les omoplates. Et elle décontracte tout ce qu'elle touche, cette petite pluie. Décontracte les bras, les épaules, le haut du corps, le buste. On sent l'abdomen se relâcher au contact de cette petite pluie. Et puis les jambes, elle vient tomber sur les jambes qui se décontractent. Sentez le contact de votre fessier avec la chaise. Et puis vous sentez l'eau qui dégouline le long des jambes. Jusqu'aux pieds.
sentez bien vos pieds dans le sol. Et vous sentez des racines qui poussent sous vos pieds et qui vont s'enfoncer dans le sol. Elles poussent, elles deviennent grosses, elles s'enfoncent de plus en plus profond dans le sol. Et donc vous sentez ces racines profondes et vous sentez votre corps devenir un tronc, vos bras devenir des branches, votre chevelure devenir un magnifique feuillage. Vous êtes un arbre majestueux. Et un oiseau vient se poser sur une de vos branches. Vous le regardez. Et hop, vous devenez cet oiseau. Et vous vous envolez. Vous montez haut dans le ciel, dans les nuages. Et tout au loin, tout petit au loin, vous apercevez votre habitat idéal. Vous en rapprochez petit à petit. Quels sont les bâtiments que vous voyez? Quelle est la végétation? Vous descendez de plus en plus près de cet habitat idéal. Vous allez peu à peu vous poser devant le bâtiment principal. Et hop, vous reprenez forme humaine. Et maintenant, vous allez faire le tour, vous balader à l'extérieur de cet habitat idéal. Quelles sont les odeurs? Quelles sont les couleurs? Puis vous allez rentrer dans le bâtiment et continuer votre visite. Y a-t-il d'autres personnes avec vous? Quelle est l'ambiance? Comment vous sentez-vous? Puis ça va être l'heure de repartir. Vous pouvez saluer les personnes et sortir du bâtiment. Vous vous retrouvez dehors
et vous redevenez un oiseau et vous vous envolez. Vous montez haut dans le ciel et vous jetez un dernier coup d'œil à cet habitat idéal. Vous vous dites que vous y reviendrez un jour. Welcome. Ok, je vous propose à nouveau un petit temps d'échange par deux dans cette petite ambiance feutrée. Un échange très court, non pas pour raconter tout ce que vous avez vu, mais pour partager les surprises. Il y a des fois des gens, ils découvrent que ils se voyaient à la ville, puis en fait ils sont à la campagne, ou alors ils voient une maison un peu étrange. Des fois ils sont tout seuls. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient tout seuls. Voilà, donc je vous propose d'échanger avec une personne. Voilà, vous tournez, vous bougez. Voilà, 1 minute chacun, vraiment très court sur les petites surprises, ces petites pépites. C'est parti. Tu peux te déplacer, non ? Ouais. On change ? Si vous n'avez pas déjà changé. Ouais. C'est fini. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent nous partager quelques pépites ? Il y a un truc trop fou que vous avez vu dans votre rêve. Moi, j'adore les petites pépites, là. Ouais. Attends, vas-y, prends le micro. Alors, j'étais surpris parce que dans l'idée que j'avais de ce lieu, je voyais des maisons avec étages, avec voilà, peut-être les panneaux solaires sur les toits. Et en fait, non, j'étais dans une petite chaumière en terre avec le toit de chaume, au bord de l'eau, avec un pont en pierre, avec un petit ruisseau. Et puis des poules, et puis c'était bien, ouais. C'était bien, tu t'es senti bien. Ah, j'avais envie d'aller m'allonger, de respirer, tout là-bas, ouais, c'était bien. Ouais. Super. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a un ou deux autres partages ? Non, bah, vous le gardez pour vous. Je suis en retard, alors je speed. Hop. Mais voilà, merci d'avoir joué le jeu. Alors, maintenant, c'est le moment du contrôle. Voici le tabouret. C'est quoi ça ? Le socle, ouais, mais il y a quoi sur le socle ? Le nous, la raison d'être. Quoi ? Bah attends, mais tu gâches tout ma... Alors, premier pilier, communication non violente. Deuxième, gouvernance partagée. Dernier, gestion de projet. Et regardez, attention,
Tadam! Merveilleux. Ça marche. Super. Bon, alors, il est là demi, mais en fait, je n'ai pas complètement tout dit. J'ai encore un petit truc à vous dire. C'est que l'habitat participatif, il y a un truc super important qu'il faut avoir conscience. C'est le fait que c'est une machine à laver. On n'en sort pas indemne. Ça aide, ça force le cheminement personnel. Et ça, j'ai envie de vous le partager, de vous dire 2-3 petites choses là-dessus pour terminer. En tout cas, de mon expérience, l'habitat participatif, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'effet miroir. L'effet miroir, donc, c'est quand on reproche à quelqu'un quelque chose sur lequel on a bossé. Voilà, en fait, c'est tout le temps, hein, faites l'exercice. Je reproche quelque chose à quelqu'un, voilà, j'ai forcément quelque chose à voir, à aller titiller, à aller regarder. Et ben, un habitat participatif, c'est une galerie des glaces, en fait. Il y a des miroirs partout. Et en fait, ça permet de... Voilà, si on est attentif à ça, si on regarde ça et qu'on se regarde, qu'on va aller chercher à l'intérieur, et ben, ça permet en fait d'évoluer, de grandir, de mûrir, et c'est vraiment très intéressant. Je vous parlais au tout début de la question de l'engagement. Moi, il y a des choses sur la question de l'engagement que je trouve vraiment intéressantes. Bon, c'est pareil, hein, si vous êtes venu à d'autres conférences où vous m'avez vu, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave, j'assume. Il y a un truc super important dans la question de l'engagement, c'est que souvent, c'est pareil, on est en mode, on reproche à ceux qui ne s'engagent pas assez, ou on va reprocher à ceux qui en font trop, ou ce genre de choses. Et moi, je trouve que l'engagement, c'est en fait quelque chose de très personnel. C'est très personnel, c'est une question de balance interne. C'est qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que ça m'apporte. Et si cette balance est équilibrée en moi, je peux donner beaucoup, parce que ça m'apporte beaucoup. Et je vais pouvoir donner au projet. En général, quand des personnes disent « ouais, j'en ai marre, machin, il fait rien, et puis lui, il fait rien », en général, le problème, c'est pas tant la différence d'engagement, c'est le problème que la balance interne, elle est déséquilibrée. Que la personne, elle se sent pas à l'aise avec le fait qu'elle donne trop, et c'est à elle de la rééquilibrer. En fait, dans les collectifs, la différence d'engagement, c'est une réalité. Il n'y a pas besoin de lutter contre, c'est une réalité. Et en fait, ça évolue dans le temps, ça change, et c'est plutôt à chacun de trouver sa place pour pouvoir s'engager, mais il faut bien se dire que c'est aussi difficile d'être dans celui qui est peu engagé que dans celui qui est très engagé. Parce qu'il n'a pas trouvé sa place, en fait. Voilà. Et dans la question de l'engagement, il y a des choses que je trouve aussi intéressantes à venir titiller. C'est la notion de plaisir dans les tâches, dans tout ce qu'on fait dans le projet, que ce soit le projet ou le vivre ensemble. C'est la notion de comment est-ce qu'on remet du plaisir dans les tâches. Et en général, il y a 2 manières de gérer, par exemple, un truc très simple, hein, le ménage. Les ménages des espaces communs, on a souvent 2 manières de le gérer. C'est soit on fait un planning, chacun son tour, on fait le ménage, soit on fait rien. Et c'est celui qui veut faire le ménage qui fait le ménage. Et voilà, au Choulan, nous, on est plutôt sur la 2e solution. Alors ça paraît un peu dingue, on peut se dire, mais du coup, c'est pas du tout équilibré, mais du coup, mais en fait, non, en fait, c'est je fais le ménage quand j'ai l'élan, quand je trouve que c'est vraiment trop crade, quand j'ai du temps, mais du coup, le moment où je vais le faire, c'est juste pour moi de le faire. Et puis en fait, quand à un moment donné, c'est vraiment crade, il y en a toujours un qui s'y colle. Hein. Et puis il y a aussi cette idée de dire, en fait, si moi je fais du ménage parce que moi ça me gêne, ça me titille sur ce niveau-là, il y a d'autres choses que je ne fais pas en fait. Moi je ne sors jamais les poubelles, ou je vais rarement chercher le courrier. Il y en a d'autres, pour eux c'est important pour eux et ils y vont. Et en fait c'est OK, en fait, ça permet de s'équilibrer comme ça. Et donc voilà, on a plutôt été sur se dire, tiens, comment on peut favoriser ce plaisir. Et favoriser ce plaisir, ça peut être, par exemple, on a organisé, nous, des dimanches choux. Alors, au Choulan, les habitants des Choulans, c'est les choux. On a tout un vocabulaire. Les enfants, c'est des chouquettes. Ceux qui viennent bricoler, c'est les brocolis. Enfin, voilà, on a tout un vocabulaire. Et donc, on a le dimanche chou. Le dimanche chou, c'est un dimanche par mois où on se réunit tous pour faire du ménage, du petit entretien, des choses. Et du coup, il y a cet élan collectif. Alors moi, j'adore cet élan collectif. Moi, ça me fait pousser des ailes. J'adore faire du ménage quand tout le monde fait du ménage en même temps. On met la musique, c'est trop la fête. Mais il y en a d'autres, ils ont horreur de ça.
Ils trouvent ça chiant. Donc en fait, rien n'est obligatoire. On n'est pas obligé de venir au dimanche chou, mais voilà, si ça nous donne l'élan, on y vient. Et donc ça aide en fait à favoriser la notion de plaisir pour faire une tâche. Et la dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est la notion du sens. Quand chacun voit un sens à être en habitat participatif, mais ça peut être un sens qui lui est propre, eh ben, il a plus envie de contribuer, il va avoir plus d'engagement. Mais ce sens, il n'a pas besoin d'être partagé par tous. Moi, je donne des formations dans mon habitat, je travaille dans l'habitat participatif, autant vous dire que moi, j'y vois un sens énorme, mais c'est un sens qui m'est propre. Évidemment que mes cohabitants, ils n'ont pas le même sens, ils ne le partagent pas, mais pour autant, moi, je fais attention de les préserver, on en discute beaucoup, mais voilà, ils ne partagent pas le même sens que moi, mais c'est OK. J'ai une cohabitante qui était très désengagée de notre collectif, hein, qui avait du mal à venir en réunion, qui râlait tout le temps, qui avait trop de réunions, etc. Et elle a posé le fait qu'elle avait vraiment envie que nos espaces communs servent à l'accueil de migrants. Et on lui a dit, bah, OK, propose-nous quelque chose avec des associations. Et on fait de l'accueil de migrants maintenant au Choulan. Ça va faire 3 ans. Et elle, c'est incroyable, son engagement c'est démultiplié. Elle est beaucoup plus joyeuse à venir en réunion. Donc voilà, ça a repris. Et elle dit elle-même, hein, je ne voyais plus le sens à vivre dans cet habitat. Et ça a repris du sens, en fait, le fait de s'ouvrir à ça. Donc voilà, la notion de sens, elle est vraiment intéressante. Et ça va venir jouer sur la notion d'engagement également. Voilà, donc ça c'était pour clôturer, pour vous donner quelques bribes. Je vais vite. Évidemment que je détaille beaucoup plus dans mon livre. Voilà, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, pour finir, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'espère vous avoir montré que l'habitat participatif, c'est super. C'est difficile, mais c'est super et vraiment, ça vaut le coup. Et pour moi, c'est super vraiment à plusieurs niveaux. Ça va venir nous chambouler, nous bouleverser, nous faire grandir à l'échelle individuelle. Ça va venir nous apprendre à coopérer. Et pour moi, cet apprentissage de la coopération, ça vient aussi questionner quelque chose de plus grand. Ça vient questionner l'échelle sociétale, ça vient montrer que c'est possible, ça vient vraiment nous montrer une organisation qui donne de l'espoir en l'avenir parce qu'on sait que l'avenir ne va pas forcément être hyper facile, voilà, avec toutes les problématiques environnementales en particulier. Mais voilà, pour moi, cette manière de réapprendre à travailler ensemble, c'est vraiment une source d'espoir et ça porte, et ça fait confiance en la vie, en l'humanité et en le collectif. Voilà, merci à tous. Merci à Thierry. D'habitude, je termine par des pépites. Normalement, je mets sous les sièges des ressentimètres. Là, je n'ai pas fait, vous étiez trop nombreux. Mais ça me plairait d'avoir, vous balancer juste un mot de comment vous vous sentez là, pour finir. Vas-y. Topé. Dopé. Impatiente. Prêt. Éveillé. Affamé. Éclairé. Tranquille. Admiratif. C'est mon mari. Mon premier fan. Encouragé. Conforté. Outillé. Super, bon, merci. Bon appétit.